Bienvenue à l'émission Le Miroir, chers amis. Je suis très content de vous retrouver comme chaque dimanche sur Rwanda TV. Et comme vous le savez, à chaque fois, c'est un moment riche, c'est un moment où on va passer, comment dire, un temps pas comme les autres. Aujourd'hui, encore une fois, une conversation. Vous le voyez, nous sommes bien assis confortablement. J'espère que vous aussi à la maison. On est habitué à commencer avec des applaudissements, mais écoutez, on applaudit de chez nous déjà, parce que c'est le début de l'émission Le Miroir. Et puis là, pourquoi on est assis comme ça? C'est parce qu'on va vraiment discuter avec notre invité. On va voyager avec lui dans le temps, à travers son œuvre, à travers son travail. Et puis, bien sûr, on va un peu prendre l'air du temps actuellement au Rwanda. Un petit jeu de mots sur le titre de son plus récent livre. Je l'ai ici. Un petit indice pour qui c'est. Vous pouvez lire, c'est Dorcy Lugamba. Oui, c'est un artiste, une institution ici dans le domaine artistique qu'on n'a pas besoin vraiment de présenter. Alors, il va nous parler de son plus récent livre, Hewa Rwanda, Lettres aux absents. C'est sorti en mars dernier. Il y a une lecture musicale qui est organisée. Elle a déjà été présentée ici à Kigali. Une nouvelle représentation arrive juste dans quelques jours. Ce sera ce jeudi au camp Kigali. J'en profite pour vous lire un peu le texte qui annonce cette lecture musicale. Comme ça, vous entrez déjà dans le bain. Hewa Rwanda, Lettres aux absents. Une lecture musicale lue par Dorcy Lugamba, accompagnée par des musiciens Majnan à la guitare et Arthur Deprez au piano. Dans ce chef-d'œuvre, qui est tout à la fois une lettre d'amour pour ceux qui ne sont plus, un hymne à la vie, une part du culte des ancêtres, Dorcy Lugamba s'adresse à son père, à sa mère et à tous les absents. Il dit ce qu'il a vu et appris auprès d'eux, l'enfant et le jeune homme qu'il était, le temps qu'il a fallu après pour accepter l'inacceptable. Durant le spectacle, le sous-titrage sera disponible en anglais pour les anglophones. Aussi, un temps d'échange et dédicace sera prévu à l'issue des représentations. Un rendez-vous à prendre donc, à noter, à souligner, ce sera ce jeudi 19 juillet donc, au camp Kigali. Dorcy Lugamba, c'est notre invité aujourd'hui. C'est un artiste, comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de le présenter parce que c'est un auteur, c'est un acteur, c'est un metteur en scène et il est aussi le fondateur de Rwanda Art Initiative qui est une institution qui fait tellement pour l'industrie créative ici au Rwanda. Dorcy, je suis très content de t'avoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir, David. Oui. Aujourd'hui, on va parler de son nouveau livre, de cette lecture musicale qui arrive. On va aussi essayer de voyager un peu depuis le début de sa carrière. C'était il y a 25 ans déjà. Et donc, je me dis que pour moi, quand on parle de ta carrière, de ce que tu as fait ici et là, ta main a touché tellement de choses que ce sera aussi une sorte une sorte de voyage sur l'histoire de l'art contemporain ces derniers 25 ans ici au Rwanda. Alors, commençons déjà avec ce livre, Hewa Rwanda. Oui. Alors, Hewa, c'est un mot on en parlait juste avant de commencer. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un mot swahili. Si vous voulez vraiment être très juste, il faudrait dire Hewa ya Rwanda. Parce que ce livre, je le conçois vraiment comme un travail de deuil, mais aussi un acte rituel. Et comme ça se faisait le culte dans l'ancien temps au Rwanda, il y avait deux parties. Il y avait parler des ancêtres aux vivants, qui ne les ont pas connus, mais aussi s'adresser finalement aux ancêtres, leur dire comment se déroule la vie après. Donc c'est à la fois l'air qu'il fait, c'est un air très pur au Rwanda, mais c'est une manière métaphorique aussi de dire le temps qu'il fait à ceux qui ne sont plus là, de leur dire que voilà, la vie a pu se poursuivre dans des difficultés, mais aussi avec une résilience. Donc c'est ces deux titres, puis le sous-titre, effectivement, c'est une adresse aux absents, mais qui sont des présents, en fait, parce que toutes ces victimes, finalement, ont toujours occupé nos vies, on pense à eux tous les jours, et donc, voilà, c'est un hommage aux disparus. Absolument. Alors, pourquoi ce timing? Pourquoi aujourd'hui? Parce que ce n'est pas le premier livre que vous écrivez. Celui-ci s'adresse aux absents. Pourquoi avoir choisi de leur écrire aujourd'hui et qu'est-ce que vous leur dites dans ce livre?
Alors, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup dans le théâtre, sur le génocide, à différents moments. Hein. Je crois que même vraiment mon premier travail dans le circuit professionnel, c'était avec Rwanda 94, en 99, 4 ans. Non, 5 ans après le génocide. C'est un travail qui a commencé en 98. En réalité, c'était 4 ans. Et j'ai remarqué que l'événement ne s'apprécie pas de la même manière selon que le temps passe. Après 10 ans, on a une autre perspective. Maintenant, on a une perspective de 30 ans. Et ça change tout. Ça veut dire, ces 30 ans, c'est une génération. Il y a des jeunes adultes qui n'étaient pas nés. Donc la question de la transmission devient d'autant plus importante. Les témoins sont de moins en moins nombreux. Et il m'a paru vraiment important de dire à ceux qui ne les ont pas connus et ceux qui viendront après, qui étaient les victimes. Et alors les victimes, il est quasiment impossible sur plus d'1 million de personnes de tous parler de chacun d'une manière singulière. C'est une part. Mais c'est important qu'on puisse savoir qui étaient ces gens, quelle était leur foi, leurs ambitions, leur vie, leurs rêves, ce qu'ils ont essayé de construire et qui finalement nous constituent parce que nous sommes des produits de l'histoire. Nous sommes issus à la fois en chair et en os vraiment d'eux, mais aussi en tant qu'être. C'est l'éducation que nous avons reçue. Et ce partage m'a paru d'autant plus important que je suis moi-même pris dans un travail de transmission. J'ai des enfants qui sont nés après et je dois pouvoir leur dire qui étaient leurs grands-parents, les oncles et les tantes qui n'ont pas connu, pour qu'ils ne soient pas juste que des noms, mais qu'ils puissent en avoir une densité. Absolument. Et je me souviens que récemment, on discutait avec des artistes, des personnes qui sont dans le domaine artistique et qui disaient qu'ils ont le rôle maintenant d'encore plus raconter parce que 30 ans plus tard, c'est aussi la négation, le négationnisme qui prend de plus en plus de place parce que la mémoire s'éloigne. Et donc, c'est bien d'avoir des récits, des visages, parce qu'on peut voir aussi des photos, c'est des membres de votre famille. Pourquoi avoir aussi ajouté ce côté qui est si personnel? Parce que partager les photos des membres de vos familles, raconter des anecdotes sur eux, etc. Pourquoi est-ce important d'humaniser en quelque sorte aussi ce récit? J'y ai réfléchi sur l'idée soit de faire une fiction, soit alors vraiment de choisir un livre qui est écrit quand même avec une dramaturgie de fiction, on va dire. Mais je choisis d'être le plus concret possible parce que ce sont des gens qui ont réellement existé, dont il existe des traces et parmi les traces il y a les photos. Et je choisis une photo heureuse d'une famille, moi je viens d'une famille nombreuse, qui était une famille de 10 enfants, comme on pouvait en avoir à cette époque-là des familles grandes et qui a été massacrée. 8 membres de cette famille ont été tués. Et donc je voulais aussi qu'ils reviennent, qu'on les voit en chair et en os, que ça ne soit pas une abstraction totale. C'est-à-dire que si j'avais choisi la fiction, choisi d'autres noms, je crois que ça deviendrait plutôt abstrait. Mais il y a une fonctionnalité de cette littérature-là, comme je le disais, pour tous ceux qui ne les ont pas connus, pour d'autres dont ce sont leurs parents aussi, qu'ils puissent réellement avoir une idée la plus proche possible. Après, on ne peut pas tout dire, la littérature ne peut pas tout, mais au moins on tente cet exercice. Absolument. Alors, il y a ce nouveau médium dans lequel vous adaptez le livre, qui est la lecture musicale. Personnellement, pour moi, j'ai découvert la lecture musicale à travers la Triennale, il y a juste quelques mois. J'ai pas honte de le dire. Je me dis que je ne suis pas le seul. Il y a plein d'autres personnes comme moi. Lecture musicale, c'est quoi et pourquoi avoir ajouté, disons, cette autre forme de représentation de ce livre, de cette histoire, de cette lettre aux absents? C'est une forme que j'aime beaucoup. Évidemment, le livre, quand on écrit un livre, on s'adresse à une personne. Ce sera quelqu'un qui va le lire dans son salon ou dans son lit, mais en général, un livre est lu par une personne à la fois.
Donc c'est comme une confidence qu'on fait vraiment à l'oreille de quelqu'un. Alors que, alors moi je viens de la scène, c'est vraiment un espace absolument naturel, mais qui est un autre dispositif. Ça veut dire qu'on s'adresse à une communauté, à plusieurs personnes, et donc ça devient une cérémonie en soi. Et cette cérémonie, des gens qui ne se connaissent pas se rencontrent dans cet espace pour aussi s'incliner devant les disparus, mais aussi communier. Il y a un acte de communion que la lecture musicale permet. L'autre raison, c'est que depuis l'aube de l'humanité, dans toutes les cultures, la musique aussi a servi comme véhicule pour raconter les histoires. C'est ce qu'on fait dans cette région. Le joueur du Nanga raconte la saga collective. Et en général, les histoires collectives se racontent souvent en musique. Inanga ici, ailleurs c'est la kora. Quand on va un peu plus loin, chez les Grecs, c'était des aïeux à la harpe. Et ça me paraît, la musique c'est quand même un médium universel extraordinaire qui permet même d'échapper à la barrière de la langue, d'être dans ce langage qui est au-delà des mots. Ça permet aussi de fixer, parce que la musique, parfois, nous connaissons des musiques dans des langues que nous ne parlons pas, mais la mélodie reste en mémoire. C'est une autre écriture, mais qui permet vraiment, comme je dis, vraiment de s'adresser, de communier, presque de faire une chose ensemble dans une assemblée. Et pour avoir vécu quelques lectures musicales, c'est tellement émouvant et transportant. Je ne sais même pas, c'est comme si on vient de créer une sorte je sais pas, d'ambiance, de monde, d'univers qui vraiment va accompagner les mots et c'est vraiment une expérience qu'il faut vivre. Et donc le rendez-vous, c'est ce jeudi, c'est au camp Kigali. Et on va passer à la partie où on parle un peu de votre parcours. Mais avant, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans le travail de Hewa Rwanda, comme vous étiez en train de le présenter, mais aussi un peu comme un fil conducteur dans ce que vous faites, qui est l'importance des ancêtres, l'importance du travail qui a été fait avant. J'ai vu une interview où vous insistez que le Rwanda, ce n'est pas un pays qui a été créé par la colonisation, c'est un pays qui était là depuis avant. Et la culture qui était là, vous continuez à en parler, à la mettre en avant en quelque sorte. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître aussi ces travaux artistiques, cette culture qui était là depuis avant et de continuer à l'honorer jusqu'à aujourd'hui? Je crois que c'est important, hein, c'est d'autant plus important pour un pays comme le Rwanda, effectivement, qui n'est pas un produit de la colonisation, dont les origines datent d'il y a plusieurs siècles, qui est un pays de monoculture. Où on parle une langue nationale et cette langue a charrié tout ce que les générations précédentes nous ont légué. Et vu le drame, la violence politique que ce pays aussi a traversé, c'est très important de les piocher là-dedans aussi, voir qu'est-ce qui a pu permettre à cette société de tenir pendant si longtemps. Et qui a peut-être disparu, qui s'est émoussé, qui a fait que nous soyons tombés dans le crime des crimes, le plus grand génocide qu'on ait connu en Afrique, le dernier génocide du XXe siècle. Alors, se pose la question de l'après, comment est-ce qu'on pense les plaies? Je crois qu'on peut aussi chercher dans notre propre spiritualité, dans notre culture, comment colmater la brèche et qu'il y ait une continuité. Et souvent, dans certains pays, et c'est source vraiment de traumatismes des sociétés, on a tendance à opposer la modernité à la tradition. Or, ils ne sont pas nécessairement opposables. Il y a des pays où on n'a jamais opposé ça. Par exemple, quand on va au Japon, on se rend compte que c'est le pays le plus moderne peut-être au monde, mais aussi le plus traditionnel. Et que l'esprit des choses peut se transposer même quand l'époque change.
Évidemment, moi, je ne vis pas comme mon arrière-grand-père, qui n'avait pas de téléphone, qui ne portait pas les mêmes vêtements. Notre vie est fondamentalement différente. Mais il y a quelque chose, et cette chose, c'est l'esprit. Et cet esprit est transporté par les arts, qui font que j'essaie quand même d'être dans le même idéal d'homme que lui. Et ça me permet aussi de savoir, parce qu'on se situe tous dans une chaîne qui nous précède et qui va nous poursuivre aussi. Qu'est-ce que j'aurais à dire pour éduquer mon enfant et celui des autres, tout simplement, parce que nous sommes dans un âge de transmettre. Qu'est-ce qu'on leur dit? On ne peut pas leur dire que le monde commence d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que nous avons reçu, qui nous a façonné et que nous devons pouvoir leur donner avec, si nous avons la chance, peut-être nous l'aurons amélioré. Absolument, oui, c'est vrai. Et je vais vous encourager tous à, en tout cas, essayer de faire quelques recherches. Si vous avez un peu de temps, tapez un peu ici et là sur il y a des poètes, il y avait des poètes, il y avait des institutions. Enfin, il y a vraiment, c'est grâce à votre travail que je me suis intéressé à ça. Je me suis rendu compte que, écoute. Avant la colonisation, on avait des cultures riches et il faut s'y intéresser absolument. Alors, c'est l'émission Le Miroir. C'est vrai qu'on n'a pas notre public. C'est vrai qu'on est en train c'est juste une conversation entre nous. Mais quand même, on aime bien avoir des petits défis pour nos invités. Alors, notre défi, ce sera un quiz, tout simplement. Parce que la dernière fois, c'était il y a 8 ans, on vous a fait faire un texte. Oui. On vous a parlé de sport et de football et de tout ça. Aujourd'hui, on va changer, on va parler musique. Puisque vous préparez une lecture musicale. Ce ne sera pas très compliqué. Ce sera juste 2 questions, de vrai ou faux. Quiz, c'est parti. Alors, et c'est la musique d'aujourd'hui, d'accord? Si vous ne réussissez pas, écoute, des enfants à la maison, c'est foutu. Alors, commençons ici chez nous. Mousso Mandela, c'est un album du chanteur Ruti Joel. Vrai ou faux? Mousso Mandela. C'est vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. Une deuxième question. On part à l'international cette fois-ci. Quiz toujours avec Dorcy Lugamba. Alors, Beyoncé a repris Dolly Parton sur son récent album. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai aussi. Oui, absolument. Oui. Oh, wow, ok. Donc, tu suis la musique actuelle? J'essaie de suivre. Alors, je ne suis pas très calé en musique country, mais j'ai vu que quand même, elle avait repris. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il y a quelque chose dans l'air du temps, justement, qui fait que les origines, un peu, les artistes vont chercher leurs origines de plus en plus maintenant. Et j'ai dit, OK, même aux États-Unis, intéressant. Alors, revenons justement en parlant d'origine. Vous avez des origines qui sont très riches artistiquement. Parce que votre père, on n'a pas besoin vraiment de le présenter parce que les gens qui le suivent, ils savent que c'est une institution. Il a marqué toute une génération. Et il avait aussi une école de musique, c'était ça? D'art, voilà. Gakondo, à la rwandaise, on va dire. Oui. Tous les arts sont représentés. Oui. Est-ce que c'est de là, dans cette école, où vous avez appris, où vous avez trouvé votre voie artistique, ou bien c'était déjà quelque chose que vous aviez et vous êtes allé le développer un peu dans cette école et plus tard? Je pense que c'est les deux. C'est une école qui n'est pas vraiment configurée comme une école à l'occidentale, qui est plutôt... C'était ce qu'on appelle Itorero, c'est ce qui existait avant l'école coloniale, en fait. C'est là que se passait aussi la transmission avec des aînés. Et à travers l'art, c'était aussi une forme d'éducation. Où on apprenait à être en société, comment on se tient, comment apprendre à parler et tout ça. Et donc j'ai eu la chance vraiment de bénéficier de cet environnement. C'était pas une... Mon père ne nous poussait pas en disant il faut que vous le fassiez, c'était pas une obligation. Je crois que ça m'a attiré vraiment. À tel point que
Je me rappelle de la première émotion que j'ai eue quand j'ai vu un morceau de danse sur scène d'un danseur qui était très âgé, qui avait vraiment des cheveux blancs, je ne sais pas à quel âge il avait, peut-être 70 ans. Et ça m'avait impressionné. Et je crois qu'à partir de là, ce monde m'a attiré. Je crois que naturellement, j'avais un penchant, quoi. Et tu avais quel âge? J'avais exactement entre 6, j'allais avoir 7 ans. Oh, imagine. Oui. Oh. Oui, et comme on en profite, parce qu'on a Cyprien Rugamba, j'essaie de lire au Kinyarwanda et je me rends compte que j'y arrive pas. Cipriani. Oui, Rugamba Cyuzuzo, ça c'est un de ces... Alors, c'est un de ces livres, c'est un livre très particulier parce que Cyuzuzo, c'est un livre qui est totalement consacré à ma mère. Et donc j'en parle aussi dans Hewa. Il y a vraiment 2 lettres, une que je consacre à mon père, une à ma mère. Et dans Hewa et dans la lecture musicale, il y a un poème justement que je reprends de Rugamba qui m'est revenu aussi. Donc il y a du français et du Kinyarwanda aussi. Oh, d'accord. Et je suis sûr que les gens se demandent pourquoi j'ai pas demandé cette question. Est-ce que ces livres sont disponibles? Ces livres, alors, ils seront disponibles. On avait un petit stock justement de la lecture qu'on a faite ici. Mais le 19, il y aura des livres aussi très disponibles pour ceux qui les souhaitent. Ok, super, très bien. Alors, on avance. Là, on était à 7 ans. Maintenant, on avance en 99. Oui. Et c'est là où vraiment vous devenez un artiste sur scène, professionnellement et tout ça. Parlez-nous un peu de cette époque. Comment c'était pour vous et qu'est-ce que ça représentait de commencer à performer, à produire vos propres œuvres? Alors j'ai dû faire un choix. Alors j'ai toujours fait de la scène. Je crois que la première tournée que moi je l'ai fait en 91. C'était avec mon père dans sa compagnie de danse. Mais j'étais encore à l'université dans des études qui n'ont rien à voir avec l'art, parce que en pharmacie. Et après le génocide, je suis parti poursuivre les études. Justement, je suis en Belgique. Et la question pour moi s'est posée si je veux vraiment faire de ma vie cette voie-là à laquelle me destinaient les études, ou si je voulais tout simplement choisir un autre destin. Et 98 en réalité, je rencontre une compagnie qui s'appelait le Groupe Rove, qui n'existe plus, et qui voulait travailler sur le Rwanda, et qui cherchait un écrivain. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'il y a une bascule pour moi, où je décide que à partir de là, la scène deviendra non pas seulement un hobby, mais un destin. Et c'est toute l'aventure de Rwanda 94. J'entre alors au conservatoire. Et quand je finis, je quitte la Belgique, je vais à Paris, travailler avec quelqu'un que je considère comme un maître aussi, qui était Peter Brook. Et donc ça fait 25 ans maintenant, il y a une expérience de 25 ans qui m'a amené, mais vraiment à... Je considère le théâtre comme une forme de spiritualité. Certes, c'est aussi une industrie. C'est mon métier, je n'en ai pas d'autre, et qui me fait vivre, mais c'est aussi une spiritualité. C'est comme un musicien peut l'être, c'est à travers vraiment l'écriture et la scène et la mise en scène que je peux... Enfin, voilà, mon âme repose et s'exprime à cet endroit. Et vous le faites si bien, si bien. Le temps ne nous permettrait pas, même si on avait 3 épisodes, de vraiment faire tout le tour. Mais juste, à partir de ce moment-là, vous avez fait des œuvres qui sont si importantes pour l'art, le storytelling de l'histoire du Rwanda, tout simplement. Parce que Rwanda 94, c'est devenu vraiment la façon de faire découvrir la vraie histoire du Rwanda à une époque où c'était vraiment très difficile. Oui. Vous avez écrit un livre en 2005, vous avez parlé de votre histoire. Oui. Vous avez fait plein d'œuvres. Et puis,
sans trop sauter, mais sans non plus... j'essaie de voir comment le rendre un peu... C'est que vous aviez une troupe Uguinore. Vous avez commencé, vous aviez déjà cette envie de transmettre et de partager, parce que vous avez commencé avec d'autres artistes locaux, Uguinore. Ça a continué aujourd'hui, c'est devenu Rwanda Arts Initiative. Et Rwanda Arts Initiative, c'est une institution, il faut le dire, en termes d'art. Vous faites tourner des artistes partout dans le monde. Je suis sûr qu'il y en a plein qui seraient ici avec moi en train d'applaudir pour ce que vous faites. Vous avez fait la Triennale récemment. Vous travaillez avec le Théâtre National de Bruxelles, avec la Pergola en Italie ou encore le Théâtre de Ville de Paris. Tout ça pour continuer à partager, transmettre, diffuser le plus possible. J'aimerais que vous nous parliez aussi de ce côté où, à un moment, vous vous dites, OK, je fais mon travail, je le fais bien, c'est vrai, mais je vais aussi avoir une plateforme où on peut aussi avoir d'autres artistes qui peuvent éclore et briller dans le monde. Donc ça a commencé avec Uguinore, aujourd'hui ça continue avec Rwanda Art Initiative. Oui, comme je disais, c'est une spiritualité, ça ne peut pas être seulement un métier où on le fait, où on se situe à un endroit en fait. C'est un métier qu'on fait partout, qui est un métier de voyage. Moi, très tôt, j'ai eu besoin en tout cas de réfléchir ensemble avec les gens de ma génération. Avec des artistes qui étaient intéressés à la fois par la scène et par les arts d'expression. Et c'est une aventure qui a démarré en 2001 avec des artistes qui sont aujourd'hui très connus, comme Isabelle Cabano, comme Sophie Cabano, comme Atom à l'époque, avec qui on a commencé, comme d'autres qui se sont développés aujourd'hui. Et cette aventure se poursuit parce que c'est aussi avec les mêmes qu'on a continué le travail de Rwanda Art Initiative. L'intuition, en 2001, c'était encore une fois, le Rwanda vient de vivre une catastrophe, un séisme. On parle beaucoup du Rwanda dans toutes les télévisions, plein de livres, de films, mais en fait, finalement, très peu de Rwandais s'expriment. On se rend compte qu'on parle de nous et que nous sommes spectateurs, finalement. Et souvent, ça nous gratte de partout. Et l'intuition avec Uguinore, en tout cas avec la vingtaine de personnes avec qui on a commencé, c'était de se dire, nous pouvons nous-mêmes tout simplement nous emparer de nos propres histoires, se former pour les raconter au monde à notre manière, avec notre propre perspective. Et c'est comme ça qu'on a fait la première pièce, date de 2005, on a commencé à tourner un peu partout, qui était l'instruction de Peter Weiss. L'idée de départ, c'était de former une école et puis on s'est rendu compte, tiens, en fait, ce qui nous manque, ce ne sont pas les artistes, mais c'est un écosystème qui accompagne les artistes. C'est comme ça qu'en 2012, en fait, est né le projet de Rwanda Arts Initiative. Je partage aussi avec ces personnes qui sont plus que des compagnons de route, qui sont vraiment devenus mes frères et sœurs, cette volonté en fait, d'être dans la transmission. Rwanda Arts Initiative, notre cible, ce sont les jeunes artistes émergents. Oui. Et je suis très heureux de voir quand ces jeunes artistes viennent à la rencontre de leurs aînés et que nous leur ouvrons des portes pour aller vers l'extérieur aussi, faire des rencontres, que nous faisons venir le monde pour qu'ils puissent venir voir les artistes d'ici. Et il y a tellement de talent. Et je crois que c'est un devoir aussi, le nôtre, d'accompagner, que ces jeunes-là ne démarrent pas de zéro, qu'on puisse leur tenir la main. Absolument. Et pour ça, je fais, avec cette 8e saison, on essaie de donner leurs fleurs, en quelque sorte, c'est l'expression qu'on aime bien utiliser à tous. Et je pense qu'il y a plusieurs qui diraient aujourd'hui merci pour ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a plein de rêveurs, plein de créatifs qui ont des rêves, des idées, qui ne savent pas si ça se passera ou comment y aller. Et maintenant, ils ont des plateformes qui ont été créées comme ça. Et récemment, la Triennale, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'avais jamais imaginé que je verrais une chose pareille en Afrique et au Rwanda surtout. Et en tout cas, c'était un excellent projet que vous avez fait. Il nous reste juste quelques secondes. Pour vous, si c'est en une phrase ou deux, quel est votre sentiment après avoir créé une plateforme aussi extraordinaire d'échange artistique et de diffusion pour tellement d'artistes? Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés, l'équipe de Rail,
Sophie, qui était la productrice, Isabelle, qui était là aussi, qui dirigeait tout l'event, David, qui était là justement, toute la communication. Ça nous a permis de réunir un ensemble de qualité qu'il y a ici. Mais aussi un soutien indéfectible vraiment des pouvoirs publics, du ministère des Arts. Maintenant, on a un ministère des Arts, quelle chance. Et puis, la mairie de Kigali. Il y a quelque chose qui s'est constitué ici que je trouve d'unique. Les artistes, quelles que soient les disciplines, travaillent ensemble. On trouve des écrivains qui sont côte à côte avec des plasticiens, qui eux-mêmes sont avec des musiciens. Et on assiste à une forme d'art total qui ne connaît pas les cloisons. Et c'était important de créer une triennale qui ne s'intéresse pas seulement à une discipline, mais qui prend complètement... Alors, c'est gigantesque parce qu'on a quasiment plus de 11 curations. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je crois que le Rwanda aussi a une vocation panafricaine. Vu sa situation, vu son histoire, c'est un lieu de rencontre de langues. Et donc, c'est très heureux que les artistes du continent puissent se rencontrer ici, que les professionnels de par le monde puissent venir ici une fois tous les 3 ans pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui se trame dans tous les arts depuis le Rwanda. Et c'est une chose très heureuse aussi. Et qui a aussi, j'allais oublier de le dire, initié des choses. C'est-à-dire qu'une des choses c'est qu'après la triennale maintenant, on s'est lancé sur une programmation sur toute une saison. Et donc, dans une négociation avec le ministère, avec la mairie de Kigali, avec l'université, maintenant, il y a un espace qui s'appelle Uginori au sein de Camp Kigali. Et j'invite tout le monde, c'est là aussi on va présenter Hewa Rwanda, à découvrir, on va alimenter sur toute la saison, il y aura quelque chose toutes les semaines dans Camp Kigali et avec des artistes rwandais, mais aussi des artistes qui viennent de l'extérieur. Wow. Ok, ça c'est encore plus intéressant parce qu'on a vraiment besoin d'encore plus d'espace et de production et de tout ça. C'est ça en fait, c'est ça l'ère du temps, c'est ça l'ère actuelle au Rwanda, Hewa Rwanda justement. C'est le livre, le tout dernier de Dorcy Lugamba. Et puis il y aura une lecture musicale des extraits de ce livre et puis aussi un moment d'échange et de dédicace. Ce sera ce jeudi, ce sera au Camp Kigali. Donc, et c'est un rendez-vous qu'on prend bien sûr avec plaisir. Dorcy, merci de nous avoir fait voyager à travers votre travail, votre carrière et de continuer à nous donner de si belles œuvres. C'est un plaisir. Oui. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. C'était un grand plaisir. Encore une fois, l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous avions mis toutes nos lumières sur Dorcy Lugamba. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.